Alors, je viens de Salt, d'Istanbul. J'ai étudié l'économie, puis fait une maîtrise, un doctorat en histoire et travaille depuis 1997. D'abord au centre de recherche de la Banque ottomane et maintenant qui est devenu SALT. Je vais vous dire quelques mots sur SALT avant de présenter ce projet de la presse francophone ottomane qui est en ligne, en partie disons, en ligne, et qui est une collaboration de la BNF, de la Bibliothèque d'Atatürk d'Istanbul, de l'IFEA et de SALT. SALT... elle est maintenant de 3 ans maintenant. Je ne sais pas si vous êtes venu à Istanbul. Je sais que Lucille est passée au centre, à Salt. Alors, elle s'est formée en 2011. C'est une fusion de 3 institutions, du Centre de recherche de la Banque ottomane, de la Garantie l'art contemporain et de la Galerie Garantie. Alors, elle combine les différents savoirs, les différents domaines du savoir, privilégiant ainsi l'émergence d'idées nouvelles au croisement de diverses disciplines. Dans ses projets de recherche, l'institution va au-delà des chronologies linéaires ou de la séparation traditionnelle entre des domaines d'études. Elle rassemble des archives sur l'architecture, l'art contemporain, le design et l'histoire économique et sociale. Et la presse francophone ottomane est l'une de ces collections accessibles au sein de l'institution qui siège dans l'ancien bâtiment de la Banque ottomane qui est à Galata, précisément. SALT a elle fonctionne dans 3 bâtiments, l'un à Beyoğlu, l'autre à Galata et un autre à Ankara. Alors, ça c'est à l'entrée du bâtiment de SALT Galata. C'est à gauche, le centre de recherche est juste à gauche, où vous trouverez des publications et des archives en ligne qui sont mises à la disposition des chercheurs. Alors le projet commença, comme a dit Philippe, lors d'un entretien de Sarah Yontan Moustik avec Ethem Eldam, qui nous a invités à participer. Les collections les plus riches de la presse francophone ottomane se trouvent à la BNF et à la Bibliothèque d'Atatürk de la municipalité d'Istanbul. Nos recherches dans différentes bibliothèques en Turquie, notamment à la Bibliothèque nationale d'Izmir, qui a été dotée comme bibliothèque de dépôt en 1933, ou à la Bibliothèque nationale de Turquie à Ankara, qui a été fondée en 1950, n'ont pas été aussi fructueuses pour cette presse francophone. Par ailleurs, la Bibliothèque d'État de Beyazıt, qui fut la première bibliothèque établie par l'État à l'époque ottomane en 1884, montait un projet en partenariat avec la Bibliothèque d'études étrangères de l'Université de Tokyo depuis 2003 pour les journaux de la collection Hakkı Tarık Us, parmi lesquels on retrouve des titres de la presse francophone ottomane. Et ces journaux sont numérisés et sont en ligne par un moyen d'un logiciel que vous acquérez, que vous avez en ligne toujours. Alors, l'IFEA a historiquement un rôle médiateur dans la recherche et le milieu intellectuel entre la France et la Turquie, comme tous les autres instituts français. Et ce n'est sans doute pas une coïncidence que cette institution avait déjà publié un catalogue sur la presse française en Turquie qui a constitué la base de nos recherches et les communications du colloque La presse turque et la presse en Turquie. En acceptant de participer à ce projet de numérisation, l'IFEA a en une sorte poursuivi ce travail qui avait commencé avant plusieurs années. Mon intention n'est point de faire une histoire détaillée de la presse francophone dans l'Empire, puis en Turquie, qui a été étudiée et publiée, mais de vous présenter le détail du projet dans un contexte historique. Notre projet a été monté dans le but de rassembler la presse francophone dans l'Empire ottoman. À l'exception de l'Égypte, nous incluons tout le territoire ottoman ou la Méditerranée orientale, mais même plus encore, puisque la presse ottomane publiée dans divers pays en Europe y est incluse.
Par ailleurs, nous n'avons pas voulu limiter ce projet en s'arrêtant chronologiquement à la Première Guerre mondiale ou à la proclamation de la République, mais avons préféré d'aller au-delà de ces dates et d'ajouter les années 1920. Le régime républicain n'a été consolidé que dans les années 1930 et personnellement, je trouve intéressant d'inclure cette période de passage, de va et de vient, où encore le régime économique libéral était en vigueur et la présence d'une communauté francophone y comptait encore, même si leur importance diminuait après la guerre. Il faut quand même préciser que la presse de langue française continua d'occuper plus ou moins une place importante en Turquie au sein de celle-ci jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Grok et Çağlar, qui a recensé la presse francophone en Turquie en 1839 et 1980, nous donne une liste de plus de 700 titres qui ont été publiés entièrement ou partiellement en langue française. Les trois quarts, environ 400, sont publiés dans la période ottomane et le reste républicain. Par ailleurs, Grok et Çağlar n'ont pu avoir accès qu'à 234 journaux conservés dans les bibliothèques, les autres n'étant que des titres rencontrés dans les livres, revues de l'époque ou annonces dans la presse. Cette presse recensée dans le catalogue comprend tout le territoire ottoman. Seulement pour l'Égypte, on peut compter 131 journaux dans la liste. Je ne sais pas si ça correspond avec ce que vous avez comme périodique à Alexandrie. La presse des opposants en exil au temps d'Abdülhamid ou des jeunes Turcs font aussi partie de ces quelques 700 titres. À l'époque ottomane, les 2/3 des journaux du catalogue sont entièrement en français, d'autres en édition bilingue ou faisant coexister plusieurs langues. Dans ce dernier cas, on observe le turc, l'arabe, l'arménien, le grec, l'allemand, l'hébreu, le bulgare, le russe et le syriaque. Cette presse ne fut pas obligatoirement pro-française. Elle reflétait le rôle véhiculaire joué par la langue française dans l'Empire ottoman le plus souvent. Ce n'est pas une presse française, mais une presse francophone qui, à un moment, a été écrite en français, soit pour défendre leurs intérêts, soit pour attaquer le gouvernement, soit simplement par intérêt commercial. C'est également une presse faite par les étrangers, les Allemands, les Anglais, quelle que soit leur nationalité, pour s'immiscer dans le sphère intellectuelle ou tout simplement commerciale du pays. C'est aussi quelquefois le véhicule de revendications communautaires, ottomanes ou turques certes, mais minoritaires. Cette presse prend une évolution particulière dans la société ottomane à l'époque où différents groupes humains s'éveillaient à des notions de modernisme ressenties à l'intérieur et inspirées de l'extérieur. C'est sans doute pour ces raisons que la numérisation de cette presse francophone ottomane ne rentrait pas dans les priorités ni de la BNF ni de la bibliothèque d'Atatürk. La BNF, s'intéressant principalement aux ouvrages publiés en France et dans ses colonies, c'est un peu ce que Philippe nous a présenté, et dans le cas de la bibliothèque d'Atatürk, aux journaux ottomans. Toutes deux n'avaient pas projeté de numériser ces journaux dans leur programme usuel. Le projet de numériser 150 titres, retrouvés en grande partie dans les collections des deux bibliothèques, à Istanbul et l'autre à Paris, remplit un peu ce vide. Il y comprend la presse francophone dans l'Empire, les villes de la Méditerranée orientale, mais aussi une presse d'exil éditée par les jeunes Turcs pour les Ottomans en édition bilingue turque et française. Si on déduit la presse francophone d'Égypte qui fait part du projet du centre alexandrine et considérant que nous ne comprenons que la première décennie de la période républicaine, ce n'est pas faux de suggérer que la presse francophone de l'Empire est en grande partie couverte par ce projet. Mis en part le stade embryonnaire des publications en langue française qui ont débuté sous le règne de Sélim III, par la publication de la Gazette Bulletin des Nouvelles en 1795, et poursuivi en 1796 par la Gazette française de Constantinople,
tous deux tirés par les presses de l'ambassade de France à Constantinople, qui disparurent aussitôt et ayant une audience très limitée. Les premiers titres publiés de façon régulière dans l'Empire font part de cette numérisation. Les journaux d'Alexandre Black, notamment le Courrier de Smyrne, alors ça reprend le Courrier d'Égypte, et qui défendait les intérêts des colonies françaises négociant dans le Levant, mais aussi de ceux de l'Empire ottoman, constituent les premiers exemplaires de notre liste. L'édition française du journal officiel de l'Empire, Takvim-i Vekayi, fondée par Mahmoud II et intitulée Le Moniteur ottoman, fondé toujours par Alexandre Black, fut le premier exemplaire d'une presse turque francophone et le porte-parole des réformes à l'étranger. Le journal de Constantinople et des intérêts orientaux, qui reprend un peu la relève, et cette presse ainsi que le Courrier de Constantinople, publié par Edward Black, alors son fils, tous présents dans les collections de la BNF attendent d'être numérisés. Tandis que les deux journaux qui suivent font part de la collection de la bibliothèque d'Atatürk. Le journal, ça c'est les titres. Alors, le journal Constantinople, Écho de l'Orient, et la Turquie, qui prend la relève du journal de Constantinople à partir du 1er février 1866, ont été numérisés et mis à la disposition des chercheurs. De même, le Moniteur oriental ou Oriental Advisor et Levant Herald, qui paraît aussi sous le nom Levant Herald and Eastern Express. Alors, je trouve que ça, c'est un format unique, parce qu'en général, ce qu'on retrouve, c'est les pages en français et les pages en ottoman, disons, sont des pages différentes. Ici, c'est tout à fait le même. L'anglais et le français, c'est une traduction complète des deux parties. Alors, toutes ces séries constituent les séries les plus importantes de ce projet. Même si les numéros ne sont pas complets, le journal Levant Times and Shipping Gazette, conservé à la BNF, n'a pas pu être numérisé à cause de son état physique. Istanbul attend la phase 3. Alors, Istanbul, qui devient en 1934 Istanbul, attend la phase 3 du projet du côté de la BNF. Ces derniers, créés par le journaliste irlandais John Luffin Hanley, sont accessibles en version microfilm dans la British Library. Les journaux comprennent les séries les plus longues de nos projets. Tous sont publiés à Istanbul et on retrouve parmi eux les premiers journaux qui avaient la tâche d'expliquer au public les réformes, de défendre la politique ottomane auprès de l'opinion publique et des dirigeants européens. La loi du 24 novembre 1864, qui soumettait non seulement la création d'un journal, mais aussi son contenu au regard de l'autorité, renforça cette politique et très vite va à la censure avec la réglementation de 1867. La Sublime Porte se réserve soudain le droit d'agir par voie d'administration et indépendamment de la loi en vigueur sur la presse. À partir de cette date, la presse de l'Empire ottoman n'a plus besoin de se mêler à la politique et est réduite à parler d'autre chose. Et de ce fait, comme il a été précisé dans le catalogue de Grock et Çağlar, sur les 40 publications de l'art hamidian, la plupart sont ou des bulletins économiques de chambre de commerce, ou bien des revues médicales, des annonces ou encore des revues littéraires. Néanmoins, ils sont une mine d'informations sur la vie quotidienne, comme a dit Diane ce matin-là, de la capitale ou d'autres villes de l'Empire. Les articles sur le commerce, la finance, sur la navigation à vapeur, le régime des quarantaines, ou en ce qui concerne l'intérieur, les articles détaillés sur l'organisation de la police, les réformes municipales ou encore des nouvelles de crimes, vols et délits. Et de même, les annonces sont souvent des données importantes pour les chercheurs se spécialisant sur l'histoire économique, sociale et culturelle de l'Empire.
Outre les journaux nommés, la Turquie, Levant Herald et Istanbul, dont on a déjà parlé, le bulletin mensuel de la Chambre de commerce française, qui était en réalité numérisé bien avant ce projet, elle fait aussi part, elle est conservée à l'IFEA, elle fait part de ce projet. Le Messager français pour le Levant, disponible à la BNF, des revues de perspectives scientifiques, artistiques ou littéraires, comme l'Orient illustré de Monsieur de Ruydt ou l'Orient illustré de Gaston de Mirando, dans lequel Pierre Loti participe. La revue orientale, dirigée par Adolphe Talasso, sont les nouveaux titres de cette période. De plus, les revues spécialisées, la Gazette médicale d'Orient, la revue médico-pharmaceutique, compte rendu du Club médical de Constantinople, la revue internationale de la bibliographie médicale, pharmaceutique et vétérinaire, publiée à Beyrouth, seront aussi numérisées. 5 minutes, bon. Alors, on a le journal judiciaire, le Publicateur, et aussi les annuaires orientaux, qui sont vraiment une mine d'informations où vous retrouvez les gens qui ont travaillé et qui ont habité Istanbul, mais pas seulement Istanbul, toutes les villes de l'Empire ottoman, des noms, des adresses, des métiers. Alors, bon, il y a les journaux en opposition au régime d'Abdülhamid, publiés par des hommes des lettres, et qui sont en exil. Alors, on peut en parler de l'Osmanlı, auquel collabore Ahmet Mithat, d'autres périodiques suivant cet exemple, la Turquie libre et le Meşveret, ce qui a un supplément en français à partir de 1897 d'Ahmet Rıza, le Moniteur ottoman et l'Étoile du Bosphore, publié à Marseille. Ici, vous voyez un exemplaire autographié qui paraissent parmi la presse jeune turque, font aussi part du projet. Deux autres journaux, la Turquie contemporaine, le Yıldız et le Hilal, ou le Croissant, publiés par Halil Ghanem, aussi ont été numérisés. Et ça c'est l'unique numéro qui se trouve à la BNF de la jeune Turquie, du comité turco-syrien, ou Turquie al-Fatat. Alors, Abdülhamid aussi, de son côté, il a essayé d'avoir des journaux de propagande. Alors celui-là, l'Orient, qui a changé de nom et qui était au début, aux intérêts, au départ, une revue franco-hellénique et qui avait qui représentait les intérêts grecs, a été transformé en un organe, il a changé de format aussi, spécial des intérêts de l'Empire ottoman. Alors bon, celui-là paraît jusqu'en 1912 et ces journaux-là sont disponibles sur Gallica. Une autre revue, et les paillasses orientaux sont aussi un supplément du journal qui change plus tard, mais si vous voyez le texte, vous voyez qu'à la fin, il est vraiment, plus que rien n'est sacré pour eux, pas même la personne du souverain qui est ou qui a été le leur, nous ne ménagerons pas plus, qu'ils ne ménagent que ce qu'ils devraient respecter. C'est tout à fait, ils montrent de quel côté ils sont. Alors ça change de nom, il devient l'abbaye du Bosphore, et après, toujours de la même année, ça devient l'Orient et l'abbaye du Bosphore. Alors, il y a le Malumat, qui est en édition bilingue aussi, qui a été financé par Abdülhamid. Et après la seconde constitution, on a d'autres titres de la jeune Turquie, la patrie, la jeune Turquie, le Meşrutiyet, l'Ijtihat, la Gazette financière de l'Empire ottoman, Byzantia, la revue mondaine, et on a de la presse humoristique. Alors c'est Hokkabaz, publié en 4 langues, le grec, l'arménien, le français et l'ottoman, Alam et les bien connues revues Kalam et Jam.
Alors, la revue technique d'Orient que je viens d'utiliser pour mes recherches aussi, et le génie civil ottoman, nous donne des précieux détails sur les travaux publics dans l'Empire ottoman de 1910 jusqu'à 1914. Bon, après, il y a bien sûr la presse de la guerre. Petit à petit, ça change. La défense nationale, les titres changent. On a le bulletin mensuel de statistiques publié en 1911, qui a commencé à être publié en 1911, le FELEC, la défense financière et économique, c'est plus des titres patriotiques, İktisadiyat Mecmuası, on a la revue de Turquie, questions économiques, publiée à Lausanne, le libéral ottoman, la pensée turque, et le Servet-i Fünun, qui a été publié pour une période importante, en ottoman précisément, mais qui a aussi une courte durée en 1917, qui a été aussi publié en français. On a des titres, bien sûr, il y a Tupera, qui est de la période d'occupation d'Istanbul, pro-arménien, et pour les peuples d'Orient, organes, c'est deux titres, et on a un troisième qui va être numérisé, la Renaissance, pour les judo arméniens. Bon, on a dit qu'on a compris les autres villes aussi de l'Empire. Alors pour Selanik, Izmir et Beyrouth, on a compris ces 6 journaux. Et pour la première, je peux parler aussi, je ne sais pas, on a quelques temps? Non. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans la période républicaine. Mais simplement, peut-être, je peux passer du temps visuel, l'information d'Orient qui devient la Chambre de commerce française, l'organe de la Chambre de commerce française d'Istanbul, les pages médicales de Constantinople. Amélie électrique, celui-là, j'aime bien parce que, bon, vous voyez l'usine tout en haut, Istanbul avec, bon, c'est peut-être les anciennes maisons rue d'Istanbul avec l'électricité, parce que quand on sait que c'est en 1914 qu'on a eu l'électricité à Istanbul, avec le tramway et le palais, c'était en 1914, alors 1925, c'est juste l'illumination, je pense, de l'espace urbain, et petit à petit, bien sûr, dans des maisons. Alors, dans ce projet à Istanbul, ça a été 73 titres ont été numérisés, 150 000 pages. Et le projet a été terminé en juin 2011. Et puis, bon, à la BNF, on a complété la première phase. Alors, 9 titres de la première phase, et dans la deuxième phase, 11 titres ont été numérisés et continuent toujours avec quelques problèmes. Ce projet devrait se compléter avec la phase 3. Alors, les titres numérisés sont disponibles au fur et à mesure. Celui-là, c'est le seul bulletin judaïque qu'on a retrouvé à Istanbul, à la bibliothèque d'Atatürk. Ça, c'est le film. Oui, c'est une autre satire, un journal satirique. Et ils sont disponibles alors sur Salt Research ou archives.saltresearch, libre pour la consultation. Alors, bon, cette presse publiée à Istanbul ou à Paris ou dans une autre ville de l'Empire par des sujets ottomans, citoyens français ou d'un pays tiers, pour ou contre les autorités turques, le corpus des publications périodiques réunies dans ce projet sous la désignation, alors presse franco-ottomane ou PFO, on avait comme raccourci, est un parfait témoin de l'époque où le français était la lingua franca d'une vaste géographie gouvernée par la Sublime Porte. Vous avez des questions ? Donc on va prendre peut-être une ou deux questions s'il y a... Oui. Plus que des questions, c'est deux remarques. J'ai trouvé très intéressant ce que vous avez dit sur
un certain nombre de journaux qui étaient publiés en français, mais par des éditeurs qui n'étaient pas francophones. Oui. Donc ça montre l'importance de la langue quand on veut faire passer un message. Oui, bien sûr, sûrement. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est ce que j'ai entendu très récemment. Le seul journal en Ukraine à l'heure actuelle qui n'est pas la propriété d'un magnat ou d'un oligarque ukrainien, c'est un journal en anglais qui s'appelle The Kiev Post et qui, dit-on, donne la seule information fiable à l'heure actuelle. Oui. Et le rédacteur en chef n'est pas un anglophone, n'est pas un anglais. Donc ça, je pense que c'est une catégorie, assez intéressante qu'il faudrait sans doute mettre à part. Et puis la deuxième chose, vous avez souligné aussi l'importance des revenus techniques, des journaux techniques. Oui. Et c'est vrai que moi, j'en ai trouvé aussi pour la première moitié du 19e siècle en France en anglais. Et donc, je pense que c'est aussi une catégorie dont qu'il ne faut pas négliger, parce que les rapports entre ingénieurs, par exemple, à l'époque, sur les innovations techniques, elles passent par ces journaux. Oui, donc, la transmission, les transferts de pratiques techniques, l'ingénierie et tout ça de l'époque passent par ces revues. Oui, sûrement, c'est ça. C'est là, parce qu'il y a un public à Istanbul qui connaît le français, et toutes ces transmissions de savoir passent par le français au XIXe siècle. J'ai été fasciné par la photographie de la Banque ottomane et du bâtiment que vous nous avez montré. Le groupe SALT dont vous parlez, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus? C'est un organisme privé ou c'est public? C'est privé. Ça a été, au début, ça a été aussi par la banque, ça a été fondé par la banque, d'abord par la Banque ottomane, le centre de recherche de la Banque ottomane a été fondé par la banque, puis elle a fusionné en 2011. La Banque ottomane a été reprise en 2009 par la Garantie, et en 2011, la Garantie a fusionné les autres centres culturels en un seul sous le nom de SALT. Je vous propose qu'on continue. On peut en parler plus tard. Voilà, on en reparlera effectivement, parce que c'était vraiment passionnant lors d'une autre pause éventuellement, mais qu'on continue donc avec Élie Droulia, voilà, qui va se présenter à son tour. Alors, j'essaie d'être un président de séance sévère, bien que étant passé ce matin, donc ne profitez pas trop de ma mansuétude. Bon, me présenter. Je suis historienne. Mon diplôme était sur la nation, la formation de la conscience nationale. J'ai travaillé après avec la bibliographie hellénique du 19e siècle pendant 6 années. Et après, je travaille pendant les dernières 20 années à la bibliothèque du Parlement. Au commencement, je gérais cette collection de la presse à l'annexe que nous avions à Lenormand, rue Lenormand. Mais maintenant, je travaille à la bibliothèque centrale. Bon, ça c'est le sujet. Je vais vous parler au commencement pour la presse grecque en général, et la collection de la presse encore très généralement à notre bibliothèque, la presse hellénophone de l'Égypte, la presse francophone en Grèce, et en guise de conclusion, une petite pièce sur les nouvelles archéologiques dans la structure du journal. Commençons avec la presse grecque. C'est évident que, pour nous d'ailleurs, les Grecs, que la presse grecque parut bien avant la fondation de l'État grec moderne en 1832. Ici, je vous montre la revue Hermis Ologios, Mercure l'intellectuel, disons.
qui parut à Vienne de l'Autriche, beaucoup plus avant que la Révolution grecque. Alors, la presse est bien associée avec le développement des communautés de la diaspora. La définition du phénomène de la diaspora reste fluide et pas tout à fait claire ou traduite concernant la variété des termes utilisés. Bon, ça, j'ai mis ici des mots grecs et des mots en traduction française pour vous montrer qu'il y a un tas de nuances et de différences dans le phénomène d'émigration et de migration qui ne correspond pas tout à fait entre les langues. Et ça veut dire pour moi que le phénomène n'est pas tellement étudié, établi dans notre conscience. Alors, comme nous parlons de l'allophonie et les presses allophones, ça pose des questions. Je ne vais pas vous lire tout ça. Alors, on a besoin d'établir un langage, des termes et des définitions plus stables pour pouvoir communiquer dans une façon plus directe entre nous. Pendant la Révolution de 1821 et dès le début de l'État grec, journaux et empreintes de nature périodique en langue étrangère circulaient en Grèce pour servir des buts variables. Le premier était le cours Ελληνικός Τηλέγραφος. Son titre propre était Telegrafo Greco, car il circulait en 4 langues, en grec, italien, français et anglais, rédigé par le comte italien Gamba, compagnon de Lord Byron, à Messolonghi. C'était le premier très court. Joseph Chiappe, un autre philhellène italien, publia l'abeille grecque à l'île d'Hydra, premièrement. Vous voyez ici la première page, qui paraissait 2 fois par semaine. L'abeille grecque circulait aux pays européens et aux États-Unis, et avec comme but l'information et l'éclaircissement du public étranger concernant le développement de la guerre d'indépendance grecque. Tous les journaux allophones qui circulaient pendant l'indépendance et avaient comme but l'enseignement de la vie publique étaient en langue française. Je vous donne les titres ici. C'est le Courrier d'Orient, le Courrier de la Grèce, le Miroir grec, l'abeille grecque, publié à Syra et pas à Athènes, et le Moniteur grec. Alors, vous voyez que tout était en français, alors c'est quelque chose à commenter. Et la langue de publication, grecque, étrangère, dans 2 ou plusieurs langues, n'est pas le seul facteur pesant, mais aussi le public adressé. Ça pourrait être les Grecs, pas dans ce cas, hellénophones, étrangers, gens qui vivaient en Grèce ou ailleurs. Jouaient un rôle très important. Et aussi, le lieu de publication mérite aussi notre attention. Alors, on a 3 facteurs. C'est la langue, c'est le public que le journal ou la revue s'adresse, et le lieu de publication. C'est ces 3 facteurs qui jouent, je pense, un rôle très, très pesant. Je passe alors à la collection de la bibliothèque. Et nous pensons que nous avons la plus grande et plus importante pour l'instant collection de journaux et de revues en Grèce. On ne dispose pas beaucoup d'informations, comme ça se fait ailleurs d'ailleurs, sur la manière dont cette riche collection commença à se construire. Je vous donne quelques instants sur la manière, mais ce n'est pas quelque chose de systématique. 2 ans après l'établissement de la bibliothèque parlementaire, qu'elle est liée directement avec le début de l'institution du Parlement, le 30 octobre de 1847, le premier directeur des archives et des bibliothèques, je vous le montre ici, il avait le titre archéophylax et bibliophylax. Ça n'existe pas quand même aujourd'hui. Giorgios Tertsetis compila et publia dans le journal Syndiritiki
un sommaire des livres et de journaux reçus et envoyés ou envoyés par l'étranger à la bibliothèque. La brève liste, je vais vous la montrer, cite séparément 11 journaux et 5 revues. Le Parlement avait... Et je vous, oups, ici, c'est le journal. Vous voyez le petit tableau avec toute l'information, comment le titre en grec, la date et comment la revue ou le journal avait rentré dans la bibliothèque. Alors, le Parlement, avec un abonnement annuaire pour 5 de ces journaux, le reste arrivait au Parlement d'après l'initiative des agents provenant d'un cercle encore français. Le Moniteur universel de France fut envoyé aussitôt et sans cesse dès 1830 par le gouvernement français. L'époque et le portefeuille et revue diplomatique étaient contribués par son Excellence l'ambassadeur M. Théobald Piscator, vous voyez aussi son nom en grec. Le courrier de Marseille, donation offerte par le consul grec à Marseille, M. Tissinias. Le chronique d'Afrique venait de la part du colonel Touré. Et l'hebdomadaire journal de Pétersbourg de son Excellence, M. Persiani, qui était l'ambassadeur de Russie. Des 5 revues de la liste, le Parlement était abonné à 3, parmi la revue des Deux Mondes, et les 2 restes, la Nouvelle Revue et la Revue d'Orient, étaient encore offertes par l'ambassadeur Piscator. Piscatori peut-être c'est mieux. Les journaux ici mentionnés n'étaient pas possibles à tracer dans la collection de la bibliothèque. La Revue des Deux Mondes, on a tout très bien, en très bonnes conditions, et très bonne lieu aussi. En 1900, parut le catalogue de Stiles, qui décrivait de façon détaillée et en 2 parties la collection, premièrement des journaux et après les revues. Et la collection comptait à ce temps-là 1000 titres à peu près. Et 10 ans plus tard, en 1910, une loi fut adoptée prévoyant le dépôt légal de 2 copies de toute la production intellectuelle en papier du pays à la Bibliothèque nationale et à la Bibliothèque parlementaire, et les journaux et les revues inclus. Cette loi a été supplémentée en 1915, en 1939 et plus récemment en 1998. Pendant la décennie 1920, la Bibliothèque du Parlement commença à composer des catalogues annuaires des éditions achetées ou faites entrer, mais beaucoup plus tard, en 1958, ces catalogues ont inclus les titres des journaux et des revues. Alors, on a l'information pour les livres, mais pas l'information pour les journaux ou les revues. Et au moment où on a commencé d'inclure les titres des journaux de la presse en 1958, n'a pas beaucoup duré parce qu'en 1967, le bulletin est arrêté. C'était une chose très, très tragique pour la bibliothèque. Le bulletin aboli, arrêtant cette publication informative et la publicité bibliographique. Bon, les conséquences, vous connaissez, c'est pas bien. La pause du bulletin a été longue et seulement en 1994, le directeur de la bibliothèque de cette époque, qui s'appelait Panagiotis Christopoulos, acheva le catalogue le plus complet jusqu'aujourd'hui, qui couvre la période 1799-1970 et compte 300... Ici, c'est la page du titre des journaux grecs et étrangers, mais pas les titres des revues encore. Ce catalogue gros de 470 pages n'a pas été supplémenté et une nouvelle lacune, qu'année par année s'élargit, existe dès 1970. Alors, on n'a pas d'informations organisées d'après ça. En présent, la bibliothèque s'oriente avec les outils incomplets, listes, partiales, Excel, fichiers, et nous sommes obligés de consulter les rayons pour être absolument sûrs de l'état en effet. Au contraire, les titres des revues et leur documentation se trouvent dans le système électronique du catalogue,
fait qui facilite la fonction et les services d'information. Ici, j'ai des pages de titres des revues que j'aime beaucoup, alors je les passe comme ça. Ce sont les premiers journaux de l'État grec. Bon. La collection du Parlement, la collection de presse du Parlement s'élargit grâce à une collaboration. Bon, ça c'est une histoire un peu triste, très efficace et fertile avec le ministère d'Affaires étrangères, comme vous d'ailleurs. La presse hellénophone, et en plus d'intérêt grec à la langue du pays d'installation des communautés grecques, rassemblée par les agents du ministère, était livrée à la bibliothèque parlementaire. De cette façon, la collection de la presse hors les frontières et la loi légale a augmenté à un pourcentage de plénitude. Malheureusement, ce concert est arrêté il y a à peu près 20 ans parce que la responsable des archives du ministère décida de garder et incorporer la presse aux archives du ministère. Alors, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça se passe là, mais ce qu'on sait, c'est que les archives sont difficiles à consulter. La bibliothèque parlementaire continue à réclamer la presse grecque avec le soutien de la loi légale, reçoit des donations par des individus et des institutions. Parfois, ces donations relèvent de la presse publiée à l'étranger, arrange des échanges, pas très souvent achète pour compléter de ces séries et est abonné à quelques titres de journaux de l'étranger de grande circulation pour satisfaire les besoins de ces députés, de leurs associés et des parlementaires en général. La collection, alors si je veux comprend des journaux en anglais, en français, en allemand, en italien, en espagnol et en beaucoup d'autres langues qui viennent de plusieurs pays. Et maintenant, je vous jette les lieux géographiques d'Égypte, Alexandrie, Caire, Tanta, Zagazig, de France, Paris, de la Belgique, de la Turquie, de Constantinople, Istanbul, Smyrna, Ankara, de l'Allemagne, Berlin, Bonn, Hambourg, de l'Autriche, de la Roumanie, de la Russie, du Royaume-Uni, de l'Italie, à Rome, Trieste, Venise, des États-Unis, Alabama, Boston, Chicago, Detroit, New York, Pittsburgh, San Francisco, Baltimore, de Chile, de Santiago, Valparaíso, du Brésil, Buenos Aires, Paraná, de l'Australie, Melbourne, Sydney, Victoria, de l'Afrique du Sud, le Soudan, l'Hongrie, le Vietnam, un tas d'autres. Oui, bon. On doit signaler que les numéros de journaux français et journaux francophones se trouvent dans les autres bibliothèques en Grèce. Je dois dire ici qu'il y a un programme qui se déroule à présent avec la presse italophone et les archives généraux de l'État. Et même on a collaboré avec une partie de ce programme en numérisant le Messaggero di Rodi. Et maintenant, toutes les italophones du Dodécanèse vont être numérisés par une collaboration entre les archives généraux et nous. Sur la numérisation, je vais vous dire qu'on a un laboratoire de microfilms chez nous et on a produit 25 000 microfilms. Et dans la majorité du contenu couvre la presse. Le moyen du microfilm a émigré, nous l'avons émigré, à la forme électronique et a été numérisé et présentement accessible par le site du Parlement. Je viens maintenant à la presse hellénophone de l'Égypte. La Grèce, bon, la présence grecque en Égypte elle est très connue. Bon, je vais passer tout ça. Et on
On sait qu'il y avait des Grecs qui ont fondé de grands nombres d'écoles, des orphelinats, des hôpitaux, des cliniques, des églises dans tout l'État. Le patriarcat dispose d'une notable bibliothèque et des autres importantes bibliothèques soutenaient les écoles et diverses associations. Des imprimeries fonctionnaient dès 1880 en Alexandrie jusqu'à la dernière décennie de 1970 en Alexandrie et au Caire. Et par conséquent, les lettres ont trouvé un environnement fertile pour se développer. Le moyen de publication étant les éditions, les livres, les périodiques, des revues, des journaux. La deuxième moitié du XIXe siècle marque l'Égypte comme le second centre de formation de l'hellénisme hors les frontières, le premier étant Constantinople et les Balkans. Plusieurs chercheurs ont étudié la production imprimée grecque en Égypte. Et on a calculé que pendant la période 1853 à 1963, le résultat donne à peu près 3000 livres, en gros, la plupart en Alexandrie, 450 revues et journaux, et 490 éditions annuaires. Alexandrie tenait le 65 de la production hellénophone égyptienne. Et au cours des années florissantes, la presse hellénophone d'Égypte montra des journaux et revues distingués pour leur riche contenu et leur perfection éditoriale. Bon, je passe tout ça comme numéro. Et pour vous dire qu'à la Bibliothèque du Parlement, on a indiqué 34 titres de journaux hellénophones publiés en Égypte, les 19 en Alexandrie, les 10 au Caire, 2 sites Alexandrie et Caire comme lieu de publication, une Tanta et Alexandrie et une Zagazik. Bon, j'ai la liste ici, je peux vous la donner. Et en finissant, je vais vous dire pour la fresque francophone de Grèce, vous allez écouter beaucoup plus que maintenant par la professeure Despina Profatai qui a élaboré un catalogue de journaux francophones publiés en Grèce pendant le 19e et le 20e siècle. Et sa présentation sur la presse francophone va vous donner beaucoup plus d'informations. Le catalogue remonte 112 titres, desquels les 78 appartiennent à la collection de la bibliothèque. Oups. Bon, à la collection de la bibliothèque. Les 27 n'étaient pas localisés, on n'a pas pu les trouver. Peut-être perdus, mais peut-être quelque part nous attend parce qu'on a démarré 2 fois, alors il y a des petits trous qu'on peut les trouver. Et on doit noter que les 26 entre eux sont déjà numérisés, mais pas documentés, et nos visiteurs peuvent les accéder via le site ou les acheter ou quelque chose comme ça. Comme conclusion, j'arrive à dire que la nouvelle archéologique a dans ces journaux une très grande importance. Et il y a eu un programme qui, en 2009, par l'Université de Thessaloniki, qui a numérisé des publications archéologiques dans la presse quotidienne de la période 1832-1932. Et dans ce site, on peut trouver toute l'information qu'il s'agit sur l'archéologie. On a plus de à peu près 27 000 d'entrées. C'est bien fort comme utile. On a utilisé notre bibliothèque, bien sûr. Alors, il y a une base de tout ce qu'on peut trouver dans les journaux grecs, pas francophones, mais grecs. Mais comme il y a des écoles qui travaillent avec en Grèce, alors ça s'agit sur les choses que les écoles ont fait. Je ferme disant que la bibliothèque est toujours ouverte à des initiatives qui mettent en valeur ces riches et utiles collections. Bon. Bien.
bien les intervenants tiennent effectivement le temps qui leur est demandé. Mais comme on a pris un peu de retard à la pause, je propose qu'on enchaîne avec l'intervenante suivante, d'autant plus que les deux sujets sont un peu liés. Donc, je propose qu'on leur pose des questions après l'intervention d'Espina Provata, qui va se présenter. Vous êtes professeur à l'université, hein, c'est ça, d'Athènes, d'accord. Professeur associé à l'université d'Athènes. D'accord. Alors, oui, je voudrais d'abord remercier Jean-Yves Empereur de m'avoir associé à ce projet et Lucille qui a aussitôt embrassé l'idée de travailler sur la presse francophone. Et je vais essayer aujourd'hui de vous faire un petit peu l'état de cette recherche personnelle que j'ai commencée il y a quelques années. Par contre, j'aimerais avoir... Je me demande, Lucille, est-ce qu'on peut allumer ici parce que je vois mal? Ça s'allume parce que je l'ai fait l'autre jour, mais où est le bouton? Attends. C'est fou parce que j'avais... Ah, c'est là, c'est là. Ah ben non, c'est pas là. Où ça alors? Bon, tant pis. Je vais essayer de faire... Ouais, non, normalement ça s'allumait. Ça doit être grillé. C'est pas grave. Ah, c'est ça. C'est débranché. Non, mais c'est pas grave, ça va aller comme ça. Alors, l'histoire de la presse francophone grecque est mal connue et n'a pas été jusqu'à présent systématiquement étudiée. Je crois que c'est pour ça que la Grèce fait figure d'absente dans les ouvrages qui étudient la presse francophone, et je pense notamment aux 2 livres de Gilles Crémer. Mais sa trajectoire s'étend sur presque 2 siècles, même si par une ironie du sort, la dernière publication d'un journal francophone s'éteint, faute de moyens, quelques années avant l'adhésion de la Grèce à l'Organisation internationale de la francophonie en 2004. Donc, d'après ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, on peut avoir une image d'ensemble de la trajectoire de l'évolution chronologique de la presse francophone au 19e et 20e siècle. Au total, donc, elle l'a dit tout à l'heure, j'ai répertorié plus d'une centaine de journaux. Elle apparaît 112 aujourd'hui, je suis à 118. C'est bien parce que j'arrive petit à petit à compléter la liste. Et le 19e, sur lequel je vais me concentrer, représente le 57% de l'ensemble. Certaines précisions, je crois, s'imposent quant à la constitution du corpus. Par publication francophone, j'entends donc aussi bien les feuilles publiées en langue française en Grèce que les feuilles bilingues, qui sont nombreuses. C'est la moitié. La moitié sont français, publiées exclusivement en français, et les autres bilingues. J'ai aussi recensé celles qui portent simplement un titre bilingue, pour l'instant. Cette pratique signifiant, je pense, la volonté de leurs éditeurs ou rédacteurs d'adhérer à un espace journalistique plus vaste. Si l'on tente d'esquisser une typologie de la presse francophone hellénique, il faut d'emblée souligner que cette presse particulière présente des caractéristiques différentes de la presse née dans les pays méditerranéens colonisés ou ayant subi des attaches particulières de dépendance politique avec la France, pays pour lesquels la langue française s'était imposée comme langue officielle ou langue seconde. En effet, dans le cas de la Grèce, la presse de langue française est le résultat d'un libre choix de la part des journalistes et éditeurs dans leur décision d'adopter le français, cette lingua franca de la Méditerranée, comme langue de communication interne et ou externe. Car ils souhaitaient d'une part informer les lecteurs étrangers sur les questions politiques qui préoccupaient l'hellénisme et d'autre part mettre à la disposition de leur lectorat hellénophone des publications susceptibles de devenir des passerelles culturelles entre les 2 pays. De fait, cette presse de langue française se voulait à la fois une tribune pour la défense des causes nationales et une passerelle vers l'Europe.
Ceci étant posé, le premier problème qui surgit quant à la définition de la presse francophone grecque concerne la délimitation même de l'aire géographique prise en considération, étant donné que durant le XIXe siècle, mais aussi durant le XXe, les frontières du pays ont connu des modifications successives. D'autre part, aire géographique et aire politique ne se confondent pas. Il convient de tenir compte aussi de ce que le domaine culturel grec dépassait largement les frontières de l'État hellénique, qui naît au lendemain de la guerre de l'indépendance, et il l'a dit aussi. En effet, les centres de l'hellénisme de l'Empire ottoman et de la diaspora, foyer de la vie intellectuelle et des relations interculturelles établies entre les Grecs et d'autres communautés, ont également participé à la production de feuilles francophones. Ainsi, par presse francophone grecque, nous désignons, et c'est l'approche qui a été aussi suivie lors de l'élaboration de l'encyclopédie de la presse hellénique, qui nous a donné une très bonne connaissance des journaux grecs. Je garde donc cette même approche pour désigner comme feuilles francophones celles qui sont partiellement ou entièrement rédigées en langue française par des Grecs, quel qu'en soit le lieu d'édition, mais qui en sont les porte-parole des aspirations politiques et culturelles des Grecs. Une autre difficulté tient au fait que nous disposons de très peu d'informations sur les éditeurs et les rédacteurs de ces feuilles. Si dans le cas de certains journaux de langue française, nous sommes en mesure d'en connaître les rédacteurs, grecs dans la plupart des cas, mais porteurs d'une culture française, cette tâche s'avère bien plus délicate pour les journaux bilingues. Il est un fait que les rédacteurs ou collaborateurs de ces feuilles pour la partie française du journal sont rarement mentionnés. Il est donc difficile, voire impossible, de savoir si les articles en langue française ont été directement rédigés en français ou s'ils ont été traduits. On ne saurait ici sous-estimer la présence en Grèce d'une importante communauté française qui a souvent permis à certains de ses membres de trouver un emploi plus ou moins occasionnel comme rédacteur ou traducteur. Essentiellement constitués par des journaux politiques, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, même lorsqu'en sous-titre figure, à l'instar des journaux français, le qualificatif de littéraire, la presse de langue française compte aussi des revues parmi ses publications. Il est très difficile, sinon impossible, de conclure sur le nombre de lecteurs de ces feuilles, car nous ne disposons pas d'indication de leur diffusion ou de leur tirage. Mais nous connaissons, dans certains cas, grâce à des sources indirectes ou grâce au courrier des lecteurs, les villes grecques ou étrangères où elles étaient diffusées et lues. À Paris, bien évidemment, les autres grandes villes françaises et les grands centres urbains européens. Alors, ces journaux et publications périodiques peuvent aussi être classés selon le poids et le statut qui occupent les deux langues en présence, français et grec. En effet, l'utilisation de la langue française dans la presse grecque du XIXe peut être exclusive ou concurrente pour ce qui est des journaux bilingues, une proportion qui est fluctuante. Là, on voit par exemple le Progrès, qui est un journal, ici, c'est son édition en français. Dans certains cas, le texte français figure en regard du texte grec et en constitue une traduction plus ou moins fidèle. C'est le cas du National. Dans d'autres cas, le contenu des articles français d'un journal ne coïncide pas avec ceux qui sont rédigés en grec. On peut également avoir deux éditions parallèles mais différentes, une en français et une en grec. Ça n'avance plus. Voilà, là aussi, on a un autre journal bilingue, l'Observateur grec, dont le contenu coïncide, mais on peut avoir deux éditions parallèles mais différentes, une en français et une en grec. C'est le cas du Mémorial diplomatique d'Athènes, et tout à l'heure, Mélina Panarou nous parlera du Courrier d'Orient, qui entre aussi dans cette catégorie. La place du français dans une revue, dans une feuille, peut aussi être très limitée, quoique régulière. Il y a des titres qui accueillent dans leur page des articles, c'est surtout l'éditorial en français, pour une période limitée, ou bien une dernière catégorie enfin,
concerne les cas où la langue française devient un allié occasionnel. Je pense notamment au journal Aeon, qui est l'un des journaux les plus importants et les plus combatifs du XIXe siècle, qui a tenté l'aventure bilingue en adoptant aussi le titre « Le siècle » pour 3 mois. La genèse de la presse francophone grecque se situe, Elie Droulia nous l'a rappelé tout à l'heure, pendant les années de la guerre d'indépendance. Et de ce fait, son apparition est étroitement liée avec le mouvement philhellénique qui traverse l'Europe romantique. On a parlé déjà tout à l'heure du Télégrapho Greco qui est publié en 4 langues. Je ne reviens pas. Et je vais aussi répéter que 6 journaux francophones ou bilingues paraîtront entre 1828 et 1832. C'est une période troublée et incertaine pour la Grèce, qui fait ses premiers pas vers un régime d'indépendance politique. Mais c'est aussi une période critique pour le développement du journalisme, qui subit un régime de censure très strict. En même temps, grâce à ces journaux, commencent à se tisser des liens entre les 2 pays, notamment en matière politique. Si le gouvernement grec a ainsi la possibilité d'alimenter l'opinion publique européenne de nouvelles soigneusement contrôlées, le gouvernement français aperçoit de son côté les bienfaits qu'il pourrait en tirer afin de consolider sa présence et d'étendre son influence dans ce pays. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement français encourage et même soutient ces publications en langue française. La présence des journaux francophones ou bilingues s'attache aussi au contrôle de la vie politique du pays. Elle se répercute dans les choix et les orientations politiques des grands journaux de la période ottonienne. Et on voit aussi, à travers les publications francophones, un désir de servir cette politique. Et c'est pour ça que nous avons... il y avait en Grèce les 3 partis politiques, le parti français, le parti russe et le parti anglais. Chacun a voulu avoir aussi un journal francophone qui le représente. Et on voit aussi leurs affrontements, les affrontements de ces journaux. Le plus connu, c'est celui du Sauveur, l'organe de Colette, qui était le chef du parti français, et du National, qui était l'organe du régent bavarois. Mais en tout cas, même si politiquement ces journaux sont adversaires, ils ont tous un but commun, qui était de faire connaître la Grèce à l'Europe, et l'Europe en Grèce, c'est la formule qu'utilise le Sauveur. Et cet objectif sera suivi sans faille par l'ensemble des journaux francophones qui naissent tout au long du XIXe siècle, durant une période donc politiquement très instable. La naissance des feuilles francophones coïncide souvent avec les conflagrations politiques qui secouent le pays, une synchronie qui confère à la presse de langue française des allures d'organe de la diplomatie grecque. Nous pouvons en voir quelques moments forts avec la guerre de Crimée, où nous avons la publication du Spectateur de l'Orient. C'est une revue de langue française qui a pour mission d'informer les lecteurs étrangers et qui répond systématiquement à toutes les attaques prononcées contre les Grecs dans la presse européenne. Et elle est fondée par 4 intellectuels, Alexandre Rizorangabé, Régnéris, Draoum et Separparivopoulos. Ensuite, peu après la coupure que constitue la destitution d'Othon en 1862, paraît le journal Grèce, qui, dès son premier numéro, s'empresse de rassurer le lectorat européen que l'ordre est aussitôt retourné dans le pays. Et on trouve un 3e exemple en 1866, lorsque la Crète revendique sa liberté. Nous avons la parution de l'indépendance hellénique, un journal libéral qui exprime les aspirations d'une génération qui est nourrie par les valeurs républicaines françaises. C'est un journal francophile auquel collabore étroitement Gustave Flourens.
Si la plupart des journaux que nous avons vus jusqu'à présent ont pour siège Athènes, on ne peut pas se faire, je pense, une idée d'ensemble de la presse francophone sans se pencher sur les journaux qui étaient publiés hors des frontières de l'État grec, car leur distribution géographique reflète les tribulations de la diaspora intellectuelle et commerçante grecque des temps modernes. Donc on a des publications aussitôt dans les autres villes de province grecques, Nauplie, Syra, Patras, etc., mais aussi à Philippopolis, Amsterdam, Alexandrie, Bruxelles, qui n'est pas mentionné ici. Et puis, bien sûr, dans les centres, dans les villes de l'Empire ottoman, ici nous avons Byzantis, un journal d'intérêt français, mais d'intérêt grec. Et bien sûr, l'Égypte, dont on a parlé tout à l'heure. Pour ce qui est de la place accordée à la vie littéraire et culturelle, on l'a vu, les feuilles francophones du XIXe siècle sont davantage orientées vers la défense des intérêts de la nation. C'est pour ça qu'elles laissent finalement peu de place à la vie culturelle et littéraire. Mais lorsqu'elles y consacrent leurs colonnes, c'est toujours en obéissant au même objectif: forger une image positive de leur pays, vanter ses conquêtes dans le domaine des lettres et des arts, et prouver aux lecteurs européens que la Grèce mérite une place parmi les autres nations civilisées. C'est l'expression qu'on utilisait. Et le Spectateur de l'Orient, dont j'ai parlé tout à l'heure, est sans doute la première revue à essayer de présenter une image aussi complète et documentée de la Grèce. Dans les journaux politiques, on publie aussi des poèmes, des nouvelles, des romans historiques en feuilleton, ou des annonces de parution de livres français, etc. La vie artistique et culturelle trouve également sa place dans cette presse. Il y a deux publications qui concernent la vie théâtrale, qui expliquent cet engouement des Grecs pour le théâtre, mais qui est justifié aussi par le passage fréquent en Grèce de troupes francophones dans les grandes villes de l'hellénisme. Il y a une autre catégorie, mais je vais passer très vite là-dessus, c'est la presse économique spécialisée, presse commerçante, etc., qui témoignent de la vie économique et commerciale des villes, mais qui nous disent aussi beaucoup sur les activités des villes où elles sont publiées, sur les pratiques sociales ou même sur les rapports commerciaux établis entre la France et la Grèce. Et puis, une autre catégorie qui personnellement me passionne, c'est les titres manquants. Elle nous a parlé tout à l'heure, il y a 26 qui manquent, mais il y a aussi des publications dont la publication a été annoncée, mais n'ont jamais vu le jour. C'est-à-dire on a des indications indirectes d'un certain nombre de titres, mais on ne sait pas si effectivement elles ont été publiées, si elles sont perdues ou si elles n'ont jamais vu le jour. Il y a des journaux qui ont complètement disparu. Il y a par exemple un journal francophone publié à Zante, mais on sait que la bibliothèque de Zante a été complètement dévastée après l'incendie qui a suivi le séisme, et d'autres. Quelques conclusions rapides. Le nombre des journaux et revues de langue française et le fait que certaines de ces publications connurent une exceptionnelle longévité attestent la présence d'un lectorat cultivé et de haut niveau social. Ces feuilles se sont succédées sans interruption en Grèce, à l'exception des années, je parle de l'ensemble de la période des 2 siècles. Elles se sont succédées donc sans interruption, mais à l'exception des années de l'occupation allemande, depuis 1828, date de fondation de la paix grecque, jusqu'aux années 1980, lorsque le Messager d'Athènes suspend sa publication. Leurs éditeurs, rédacteurs et journalistes francophones, conscients de la force médiatique de la langue française et de leur mission civilisatrice, ont laissé une œuvre qui peut nous servir de fil conducteur pour examiner l'histoire politique de la Grèce moderne.
Ces hommes de plume, qui sont aussi des hommes d'action, hommes politiques et diplomates, banquiers ou commerçants, ont développé une activité riche et variée qui rêvait de recueillir, de transmettre et de transvaser, pour reprendre le mot de Koraï, les nouveautés techniques et scientifiques, les dispositions esthétiques, les théories politiques. Ils ont mené en même temps une lutte de longue haleine pour sauvegarder les intérêts de leur patrie. Ils ont assumé la défense de la Grèce à chaque fois où les circonstances politiques l'exigeaient, et ils l'ont fait avec ardeur et ténacité. Tribune pour la défense de la cause nationale, les journaux sont révélateurs de la manière dont les Grecs se représentaient eux-mêmes devant le miroir européen. Ils nous permettent de reconstituer des pans particuliers de l'histoire sociale de la Grèce. Lieu de mémoire par excellence, les journaux et revues publiés en langue française offrent un panorama des comportements sociaux dans le monde politique, économique, social et culturel. Je vous remercie. Bien, je ne sais pas si ça marche. Il est 13h15 et on est juste au milieu en fait des interventions qui ont trait plus particulièrement effectivement à la presse grecque. Donc, je rappelle, cet après-midi, Lucilla Arnoux-Farnoux nous parlera de la presse francophone grecque et la promotion de la littérature néo-hellénique. Lambros Plitouris, la presse francophone de Salonique, et Mélina Panagou, un journal bilingue du début du XXe siècle. Comme il est déjà 13h presque 15, je propose qu'on continue cet après-midi et qu'on ait un temps effectivement après l'intervention de Mélina Panagou pour avoir une discussion d'ensemble à ce moment-là sur l'ensemble des 5 interventions, les 2 que nous venons d'avoir qui étaient passionnantes et les 3 que nous aurons juste après déjeuner. Voilà, je vous propose qu'on close pour l'instant.